Plus grande province canadienne en superficie, le Québec est une enclave francophone dans un continent anglo-saxon. Avec le français pour langue officielle et sa culture particulière, cet État fédéré forme une nation à part entière. Avec 8 millions d'habitants et une densité de moins de 5 personnes au kilomètre carré, autant dire que nombreux sont les espaces vierges dans ce pays où convivialité et chaleur humaine contrastent avec les vastes étendues désertes et glacées. En 1604, l'explorateur français Samuel de Champlain accoste sur les berges du Saint-Laurent et y fondera en 1608 une ville, un État, un pays. 400 ans plus tard, le nom de Québec évoque encore la promesse d'un nouveau monde. C'est aussi à lui que l'on doit la fondation de Montréal, même si Jacques Cartier, en 1535, fut le premier à y jeter l'ancre. Samuel de Champlain développe un important poste de traite des fourrures et sera rejoint une trentaine d'années plus tard par une mission catholique venue de France, transformant peu à peu Montréal en première métropole française d'Amérique du Nord. La ville, véritable archipel relié par 22 ponts aux rives sud et nord du fleuve, se déploie sur une île d'environ 40 km de long sur 15 de large, lovée dans une boucle du Saint-Laurent. L'architecture de son hôtel de ville reflète toutes les influences de son histoire mouvementée. Les pionniers ont façonné le mode de vie de la métropole. Sur le boulevard Saint-Laurent, à l'heure du repas, c'est le coup de feu chez Schartz et son fameux sandwich à la viande fumée. Le Mont-Royal est un lieu emblématique. C'est le parc le plus ancien, créé en 1875. Le Belvédère est le point d'observation privilégié qui domine la ville. On y vient pour se promener et y faire du skate l'été ou du ski de fond l'hiver. Cette ville cosmopolite absorbe la moitié de la population du Québec. Si les francophones sont majoritaires, les anglophones représentent une autre part importante de la population au sein de laquelle se parlent une centaine de langues. Montréal déborde de créativité dans des domaines aussi divers que la musique, le cirque, le multimédia ou encore la création culinaire. Au centre-ville, les gratte-ciels dominent le paysage urbain, parsemé d'îlots historiques. La cathédrale Marie-Reine du Monde, construite en 1857 et la troisième plus grande église du Québec, est la réplique de la basilique Saint-Pierre de Rome. Dans ce quartier, les premiers sièges des grandes banques canadiennes côtoient des édifices plus modernes. L'histoire est toujours présente au coin de la rue, comme l'immeuble New York Life, construit en 1888. Même s'il ne compte que 8 étages, il est considéré comme le premier gratte-ciel de la ville.
J'aime semer du bonheur. C'est étonnant comment les enfants aiment les bulles. Les gens aiment les bulles. Tout le monde aime les bulles. Parfois, ce sont des gens très musclés qui essayent de percer les bulles. Et les enfants adorent les faire éclater. Dès 1760, le quartier du Vieux-Port a accueilli les activités marchandes des premiers colons. Les anciens entrepôts ont conservé leurs cachets et ont été transformés en galeries d'art, en restaurants ou en appartements luxueux. Des visiteurs arpentent en permanence les rues qui convergent vers la place Jacques-Cartier. Peintres de rue, galeries, expositions, musées, l'art tient une place prépondérante au cœur de la cité. Montréal est le plus grand port intérieur du monde, avec 24 km de débarcadères qui accueillent chaque année 2200 navires. Même si les hangars et silos ont été déplacés vers l'est depuis 1992, le port est en continuelle métamorphose et une promenade sur le Saint-Laurent reste le meilleur moyen de découvrir la ville. C'est bien reçu, je vous remercie, Montréal. Je vais en prendre un 57. Plus au sud, entre les ponts Jacques-Cartier et Victoria, le parc Jean-Drapeau accueille des événements d'envergure. Sur l'île Notre-Dame, le circuit de Formule 1 Gilles Villeneuve est dédié aux cyclistes quelques jours avant la course. En face, sur l'île Sainte-Hélène, l'ancien pavillon de l'exposition universelle des États-Unis de 1967 a été transformé en biosphère, le seul musée de l'environnement d'Amérique du Nord. Cette structure, composée de triangles métalliques soudés entre eux, a été conçue par l'architecte Richard Buckminster Fuller. En juin et juillet, il arrive que les marées remontantes créent un phénomène appelé mascaret. Une vague se déroule pendant toute la durée de la montée des eaux et fait le bonheur des surfeurs urbains.
À quelques 300 km de Montréal, toujours sur les rives du Saint-Laurent, Québec est l'une des rares villes fortifiées d'Amérique du Nord. C'est le siège du gouvernement provincial et le foyer principal de l'identité du Québec. Construit en 1892, le château de Frontenac domine le fleuve. Il était à l'origine un hôtel érigé par les compagnies ferroviaires canadiennes qui avaient besoin d'une étape sur leur ligne Halifax-Vancouver. À l'abri des remparts, le Vieux-Québec a conservé tout son charme et son cachet. Considéré comme le lieu fondateur du Québec, la place Royale est le berceau de la présence française en Amérique lorsque Champlain fonda la ville en juillet 1608. Le buste de Louis XIV est un témoignage de ce passé. Samuel de Champlain pensait arriver en Inde à l'issue d'un parcours semé d'embûches. Sur l'ordre de Henri IV, il fonda une colonie française au milieu des tourbières. Jacques Dupuis est musicien de rue et perpétue la tradition de la chanson québécoise depuis 25 ans. Les anciennes rues présentent souvent des dénivelés importants qui permettent d'accéder au sommet du Cap Diamant. C'est un site grandiose, occupé par la citadelle, représentative des forteresses de style Vauban. C'est ici que s'entraînent les militaires du 22e régiment royal qui effectuent la relève de la garde depuis 1928. C'est l'unique régiment francophone de l'armée canadienne. Québec est attaché à son passé. En 2008, la ville et la région ont fêté leurs 400 ans d'histoire, souvent agités par les tiraillements entre les mondes francophones et anglophones. Depuis longtemps, les Québécois sont devenus des Américains parlant français après avoir été brièvement des Français établis en Amérique. Après la conquête britannique et le traité de Paris de 1763, qui attribue le Canada à la Grande-Bretagne, la ville connaît un essor rapide, notamment grâce au juteux commerce du bois. Au cœur du quartier Limoilou, l'église Saint-Esprit a changé de fonction. Elle abrite l'un des nombreux cirques québécois. Yves Neveu, l'un des fondateurs du Cirque du Soleil, a créé une école dans ce lieu inhabituel et forme des artistes du monde entier. C'est un lieu qui, pour nous, s'y prêtait, puisqu'en cirque, on recherche les volumes. Et les églises sont quand même caractérisées par les volumes. Le stress en bas. L'École des cirques de Québec a une vocation artistique, où les professionnels de la ville de Québec, dans le monde du cirque, viennent s'y entraîner, créer de nouvelles choses. Avant le Cirque du Soleil, le cirque était pratiquement inexistant au Québec.
Mais avec les années, il y a eu d'autres choses qui sont nées, d'autres compagnies qui sont nées derrière. La convivialité est une marque de fabrique du Québec. Les bars ont adopté le côté divertissement bon enfant du continent nord-américain en y ajoutant une chaleur typiquement québécoise. Le voisin d'un soir devient vite un ami. À proximité de Québec, vers l'est, le spectacle des chutes de Montmorency a quelque chose d'inattendu. Situées à l'embouchure de la rivière du même nom, ce sont les plus hautes du Québec avec leurs 83 mètres de hauteur. Elles font même 30 mètres de plus que celles du Niagara. Un accès creusé à Même-la-Roche permet de s'en approcher au plus près, avant que les eaux ne s'engouffrent dans le Saint-Laurent. Toujours à proximité de Québec, vers l'est, sur l'île d'Orléans, la famille Mona cultive du cassis, apporté jadis par les colons pour ses vertus médicinales. Installé ici depuis l'âge de 12 ans, Bernard Mona est français. Il exploite sa plantation avec ses 2 filles pour produire du sirop, du vin et de la confiture. Il y avait une tradition au Québec, dès le début de la colonie, de vin de petits fruits, dont de vin de cassis, qu'on appelait la gadelle noire à l'époque. Nous, ce qu'on fait, la crème de cassis, qui est vraiment un produit phare français, et les vins de cassis qui ne se font pas en France, c'est un produit phare européen, mais avec une tradition québécoise bien ancrée. Alors, c'est le meilleur des 2 mondes, en fait. L'hiver, le Saint-Laurent prend un tout autre visage. Le froid, qui peut être brutal, fige en partie le fleuve et transforme la physionomie de la ville. Les Québécois sont habitués aux chutes de neige abondantes, même au cœur de la ville. Dans le vieux quartier, c'est à chacun de déneiger devant sa boutique, comme ici devant la plus ancienne épicerie de la ville. Les habitants, équipés en conséquence, se déplacent facilement à pied. L'un des temps forts de l'hiver est la construction du Palais des Glaces sur les hauteurs de la ville à l'occasion du carnaval. La température ambiante de moins 20 degrés a largement facilité son édification. Plaque tournante du commerce maritime entre l'Afrique, l'Europe et l'Amérique, le grand fleuve charrie 100 millions de tonnes de fret par an, aussi bien du pétrole que du vin. Il est rare que le fleuve soit complètement paralysé par les glaces.
Le Québec ne possède pas de grandes montagnes spectaculaires, mais de solides falaises qui surplombent le fleuve, comme dans le massif de Charlevoix au nord. À Baie-Saint-Paul, une ferme revisitée en hôtel moderne accueille les intrépides au retour du ski. En arrivant au pied de la station du massif, on a du mal à imaginer que des pentes vont plonger vers le Saint-Laurent et offrir des dénivelés importants pour les skieurs les plus aguerris. Emprunter des pistes qui finissent sur les berges d'un fleuve est une expérience originale et unique. La station du massif a été relancée par Daniel Gauthier, cofondateur du Cirque du Soleil qu'il a acheté il y a 10 ans. On y accède en train depuis Québec et tout est pensé pour préserver une nature exceptionnelle. L'hiver, il n'y a guère que les trappeurs pour s'aventurer dans les forêts par grand froid. Martin Thomasin prépare son matériel à l'entrée du parc des Hautes-Gorges. « 33 000 km de sentiers sillonnent le Québec. Le seul moyen de transport est la motoneige. Et il est vivement recommandé de circuler à 2 engins avant d'entrer dans la forêt. En cas de panne, cela peut vite devenir compliqué. Martin possède une cabane bien équipée sur le territoire de chasse de 46 km² dont il a la responsabilité. Il en connaît les moindres recoins depuis son plus jeune âge. Il va relever les pièges qu'il a placés. La trappe est une passion qui joue également un rôle écologique. Déloger un castor qui bloque un chemin, une martre qui pille des nids ou qui chasse trop de jeunes lapins répond au besoin de maintenir l'équilibre de l'écosystème. C'est un piège à martre. Ouais. On met à la peau, dans le fond, un morceau de viande de castor autant que possible. C'est meilleur. C'est le truc. Avec un peu de leurre. Mettre du leurre que je fais moi-même. Je fabrique moi-même avec du castor et du remusqué. Oh. Hein? On récupère notre bête. Elle est congelée parce qu'il fait très froid, là. Avec la température qu'il fait maintenant, là, elle est congelée au maximum. C'est parce que ça fait à peu près une semaine que je suis pas venu. Là. On essaye de gérer le territoire pour qu'il s'aille au maximum. Là. On prend des bêtes, mais on les prend pas toutes. On en garde pour la reproduction, pour que le territoire, la race, surtout au niveau de la martre, là, pour qu'il en aille régulièrement. À chaque année, je prends toujours à peu près les mêmes quantités de prises. Puis on regarde ça. Moi, j'ai un territoire de 46 km², puis je pogne 20 martres à chaque année. Belle petite termine. L'hiver, elle est blanche. L'été, elle est brune. Elle change, le poil, elle change de couleur selon la saison. Le collet, son arme favorite, demande énormément d'expérience. Il y a un beau chemin de lièvre juste ici à côté. Le diamètre du collet,
C'est la grosseur de mon poing, habituellement. La grosseur idéale pour tendre un collet. On va le placer à la bonne hauteur, puis carré dans son sentier. Il devrait prendre. On va savoir le résultat demain. Sans gants et par moins 25 degrés, il connaît les itinéraires empruntés par les lièvres. C'est un travail qui exige une grande précision avant qu'un lièvre vienne à glisser son cou dans le piège. On fait tout. La cuisine, la mécanique, faut faire tout. Faut être débrouillard pour être trappeur. Et surtout, faut être travaillant. Si on est paresseux, c'est pas la place pour être un trappeur. Ça prend un gars qui est bon. Regarde ça dans le collet. On a un beau billet. Le lendemain matin, il relève les collets. Ça, mon ami. C'est pris au matin. Il n'est pas gelé. Un beau petit lièvre. On va manger ça. Oui, l'été, il est brun. Puis l'hiver, il vient blanc pour sa protection. C'est un camouflage aussi. Ah, un autre qui va aller dans le cipaille. Faire de trous pour pas les apeurer. Faire le moins de traces possible. Et non, là, c'est vraiment plus de la chance. Là. 2 sur 4, c'est 50%. Nous sommes sur le bac qui effectue la liaison vers Tadoussac, toujours dans la région de Charlevoix. Ici, on l'appelle le traversier. Tadoussac est situé sur la côte nord, devant une large baie du Saint-Laurent. C'est ici que vit Gaëtan Ovington. Depuis 51 ans, il sculpte le bois de manière traditionnelle, un travail artistique impressionnant. Ces personnages-là que je fais présentement, ça représente le mendiant. Dans les années 50-60, on voyait beaucoup de mendiants ici à Tadoussac. Vous voyez souvent aussi dans mes personnages, vous voyez le pêcheur, le trappeur. C'est toutes des choses qui ont fait partie de notre folklore, finalement, de la vie de nos ancêtres. C'est ce que c'est que je fais. Tadoussac est au cœur du parc national de Saguenay. Le village compte 850 habitants. Il préserve son patrimoine comme ce poste de traite chauvin qui servait en 1600 au négoce des fourrures avec une sculpture de Gaëtan Ovington à l'entrée. La présence de cétacés dans la baie fait aujourd'hui la renommée de Tadoussac.
La rivière Saguenay se jette dans le Saint-Laurent et y apporte de l'eau douce froide. Or, à cet endroit, comme le fleuve contient de l'eau salée et qu'il est beaucoup plus profond, on assiste à la naissance de turbulences idéales à la prolifération d'une faune et une flore uniques. C'est la raison pour laquelle les baleines s'y donnent rendez-vous. Le fond marin autour de Tadoussac est devenu le parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. Chantal Saint-Hilaire est guide biologiste pour une société de croisière. Son rôle est d'expliquer et de sensibiliser les visiteurs à la vie des grands mammifères marins. L'espèce qui est peut-être unique, qu'on retrouve ailleurs, mais qui est très populaire dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, c'est le beluga. C'est la baleine blanche ou le marsouin blanc. Je dirais c'est peut-être ce qui a fait la grande popularité des eaux du fleuve parce qu'on l'utilise mondialement pour sensibiliser. Aimer pas, touché par la pollution 24 heures sur 24, donc c'est devenu un peu l'emblème de notre territoire. Le Saint-Laurent recèle aussi des pièges, comme ce haut fond signalé par un phare qui fut autrefois habité. Contrairement aux apparences, il s'agit d'une des régions les plus dangereuses au monde en matière de navigation. Entre 1856 et 1866, on dénombra près de 700 naufrages. Autour de Tadoussac, les falaises deviennent plus escarpées. On commence à rencontrer des marées de forte amplitude, de 3 à 5 mètres selon les époques, qui modifient l'apparence des lieux. Tadoussac est aussi l'entrée du fjord Saguenay. Il terrifia longtemps les navigateurs, mais offrait aux plus téméraires l'accès aux terres vierges de plus de 100 000 km², qui restent d'ailleurs très faiblement peuplées. Avant 1830, c'est-à-dire 300 ans après la découverte du fjord, seuls quelques trappeurs osaient s'aventurer sur ces terres. Les routes québécoises sont mythiques. Fréquentées par d'immenses camions qui assurent notamment le transport du bois, elles traversent des forêts sur des centaines de kilomètres. Nous empruntons à nouveau un traversier pour quitter la rive nord et faire route vers Rimouski. Ici commence le parc national du Bic. Autrefois, les Micmacs, peuple premier amérindien, venaient y pêcher et chasser. Des fouilles archéologiques ont révélé les traces d'une présence indigène vieille de plus de 6000 ans. Le plus étonnant reste le centre d'art Marcel Gagnon de Sainte-Flavie. C'est le nom d'un sculpteur et poète qui a créé le grand rassemblement en 1976 en pleine nature. Cette centaine de personnages joue en permanence avec les marées du Saint-Laurent et le soleil, changeant ainsi à chaque moment de la journée l'aspect des lieux. En progressant vers l'embouchure en Gaspésie, le paysage se modifie encore. En 1876, devant l'augmentation du trafic maritime, le gouvernement décida de construire un premier phare à la Martre.
En 1906, ce phare en bois octogonal remplaça l'ancien. Yves Foucrault l'a sauvé de la destruction et lui a dédié en 34 ans une bonne partie de son existence. Mais ce phare-là, c'est une petite merveille quand même. Surtout que c'est une structure de bois, c'est assez unique, si haut que ça. C'est tout neuf, tu sais, dans le fond. Ils n'ont jamais peint l'intérieur, donc le bois a toujours respiré. La rotation du module d'éclairage est encore assurée par l'incroyable système d'horlogerie d'origine. Ça, c'est sûr que ça peut tourner encore 200 ans. Les satellites sont plus là, ça va tourner encore. Le problème de tous les phares, c'est la structure qui se détériore. La lanterne, si c'est bien entretenu, ça peut durer des siècles encore. Il faut s'imaginer ces lieux lors de grands vents ou de tempêtes. La Gaspésie est cette péninsule qui quitte le Saint-Laurent pour s'avancer vers la mer. C'est un des rares territoires encore quasi vierges à cette latitude, avec une densité de 4 personnes au kilomètre carré. Suivre la légendaire route 132 qui en fait le tour, c'est entrer dans le territoire des Micmacs, arrivés il y a 2500 ans, bien avant Jacques Cartier. La superficie de la Gaspésie est équivalente à celle de la Belgique. Elle est traversée par les Appalaches et ses zones côtières ont un climat plus humide et un peu moins froid. Le tourisme a été une manne inespérée pour la région après la pêche qui s'est trouvée en situation de surexploitation et l'industrie du bois confrontée à une saturation du marché. La pêche de loisirs, et en particulier au saumon, attire de nombreux amateurs autour des cours d'eau comme la rivière Mississippi. Gaspé marque l'extrémité de la péninsule, comme le rappelle la statue de Jacques Cartier qui annonçait la fin d'un long et périlleux voyage et était la première vision d'un nouveau monde pour les migrants. La stèle rappelle aussi la présence des peuples premiers comme les Micmacs dans cette région. Depuis, le trafic maritime s'est sans cesse intensifié. Le phare du Forillon, le plus haut du Canada, marque l'entrée dans le parc national de Forillon. Un joyau de plus au sein d'une nature préservée. Autour du cap Bon-Ami vivent plus de 220 espèces d'oiseaux. De nombreuses espèces passent l'été dans ces falaises. Certains oiseaux marins, comme les cormorans à aigrettes, viennent y nicher. À cette extrémité de la Gaspésie, nous passons d'un parc naturel à l'autre. Le parc de l'île Bonaventure et du Rocher Percé sont des lieux emblématiques. Terre traditionnelle des peuples premiers devenue une escale pour les navires remontant le Saint-Laurent. De mai à juillet, c'est la grande saison du homard. Georges Mamelonnet est un Français arrivé ici il y a 34 ans. Ancien maire de Percé et ancien député de Gaspésie, il a fondé la Maison du Pêcheur, un restaurant gastronomique. Et voilà. Le homard du Québec est un homard assez particulier de par sa nourriture et de par les fonds sur lesquels il vit. Alors c'est un homard dont la chair est un petit peu sucrée, un petit peu douce et qui est vraiment fantastique.
Ici, il est servi avec une sauce hollandaise. Les pêcheurs de la région ont pris des mesures de conservation en surveillant la zone de pêche et en perçant des conduits sur chaque casier de pêche, ce qui permet aux prises plus petites d'en sortir par elles-mêmes. Le rocher Percier est une masse calcaire autrefois rattachée au continent. Samuel Champlain évoquait 3 arches à son extrémité, mais il n'en reste plus qu'une. Avec les éboulements et l'érosion, le site perd 300 tonnes de roches par an. Juste derrière se dresse l'île de Bonaventure, avec son mur noir et lisse de 600 mètres de long et 200 mètres de haut. C'est le territoire d'une immense colonie de fous de Bassan. L'île abrite la plus grande population au monde de cette espèce, avec plus de 120 000 individus. Les responsables du parc ont aménagé des postes d'observation pour les visiteurs qui rendent le site accessible sans perturber les oiseaux. En 1883, l'île ne comptait que 3 000 individus. Mais il faut dire que le fou de Bassan était au menu des pêcheurs. Aujourd'hui, la croissance se poursuit au rythme de 3% par an. Au XIXe siècle, les pêcheurs de morues normands, charentais, basques ou bretons ont construit ces maisons en bois au style particulier. Un peu plus loin dans le parc de Gaspé, Philippe Henry, qui vit ici depuis 25 ans, est un photographe animalier qui traque les ours à sa manière. Pour le moment, c'est un porc-épic qui se promène tranquillement pendant qu'un autre s'affaire au sommet d'un arbre. Ces gros rongeurs, plutôt solitaires et myopes, consacrent la majeure partie de leur temps à manger. Le plus difficile, c'est l'ours noir. L'ours noir, on ne sait jamais quand il va sortir. Et la meilleure période pour le photographier, c'est le printemps, cette époque de l'année, mois de mai, fin mai, début juin, parce que les ours viennent là pour manger le pissenlit.
Depuis quelques années, l'effondrement des stocks de morues a durement touché les pêcheurs. Des maisons abandonnées parsèment les rivages. Mais l'essor prometteur du tourisme devrait permettre à certains de se relancer. En revenant vers Rimouski, le parc national du Bic, avec ses 33 km², fait figure de petit pousset. Et son village est sans doute l'un des plus emblématiques de la région. Initialement appelé le Pic en raison d'une arête rocheuse de 350 mètres de haut, la déformation linguistique le transforma en Bic et resta ainsi. L'auberge du Manche-Grenouille, comme une bonne partie des bâtiments du centre, est entièrement en bois et cultive savamment une certaine nostalgie. Au-dessus de la rivière, un ancien moulin à aubes a été conservé. C'est le domaine de Daniel Saint-Pierre, un menuisier qui construit et restaure des chaloupes pour sauver le patrimoine marin du Saint-Laurent. Ici, au Bic, il y avait une famille, la famille Dion, qui construisait des goélettes pour les capitaines qui cabotaient sur le fleuve. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de route, alors tout le matériel passait par la mer. C'était le lieu de rencontre, évidemment. Au moment où le bateau arrivait, on peut imaginer que tout le monde se garochait sur le quai pour aller chercher les choses qu'ils avaient commandées à Québec ou à Montréal. Un peu plus bas, sur la rivière Rimouski, les pêcheurs s'en donnent à cœur joie. Mais dans les règles de l'art, comme Karen qui pêche le saumon à la mouche. La pêche au saumon, c'est uniquement avec des mouches. On ne peut pas pêcher avec de verre, des trolls ou des choses comme ça. C'est uniquement à la mouche. Dépendamment du niveau d'eau, de la clarté de l'eau aussi, on va choisir la bonne mouche, celle que le saumon va être attiré. Il faut savoir lire les poses, savoir où déposer notre mouche, comment la déposer, à quel endroit. C'est l'art de moucher. Il faut apprendre comme il faut la technique pour ne pas se mêler, faire des nœuds, rester pris dans les branches et tout. Certaines rivières, comme ici sur la rivière Rimouski, on doit remettre les grands saumons à l'eau parce que ce sont des saumons génitales. On peut garder que les petits grilles qu'on appelle les madelinos de 63 cm et moins. Ceux-là, on peut les garder. C'est au cœur du parc national du Bic que s'achève notre périple. Nous quittons ces vastes étendues silencieuses, où la mer est omniprésente et où semble résonner la devise du Québec, « Je me souviens ».